Il y a une minute, le document le plus important de l'histoire de l'énergie nord-américaine est devenu un simple bout de papier sans valeur. Si vous regardez ces images, vous assistez au moment où les États-Unis ont cessé d'être la superpuissance énergétique qu'ils croyaient être. Vous assistez au moment où Donald Trump a compris qu'on ne peut pas intimider celui qui tient les clés de notre pouvoir d'achat. Et vous assistez à ce que Mark Carney, le Premier ministre du Canada, fasse ce qu'aucun dirigeant mondial n'a osé faire en 4 ans. Il n'a pas simplement dit non, il n'a pas simplement négocié. Il a tout arrêté. À l'heure actuelle, le pacte nord-américain de sécurité énergétique de 865 milliards de dollars est mort, enterré, effacé. Donald Trump a donné un ultimatum au Canada à minuit. Il pensait avoir le pouvoir de pression. Il pensait pouvoir forcer Ottawa à vendre son pétrole et son hydroélectricité à prix réduit, sous peine d'un blocus total de la frontière. Il pensait avoir réalisé un coup de maître dans l'art de la négociation. Mais il a oublié une chose. Il a oublié que lorsqu'on menace celui qui tire les ficelles, il n'est pas obligé de discuter. Il a simplement fermé le robinet. Carney n'a pas sourcillé. Il n'a pas convoqué de sommet. Il a simplement laissé passer l'échéance. Puis, il a notifié les marchés que le Canada découplait officiellement sa stratégie énergétique de celle des États-Unis, avec effet immédiat. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas une mise en scène politique. C'est une crise économique majeure. Les marchés réagissent bien déjà. Regardez les cours à l'écran. Les contrats à terme sur l'énergie s'envolent. Le dollar canadien s'envole. Et le Dow Jones est désorienté, paniqué et chute, car Wall Street sait ce que la Maison-Blanche refuse d'admettre. Ils savent que sans pétrole brut lourd canadien, les raffineries du Texas s'arrêtent. Ils savent que sans hydroélectricité canadienne, l'électricité commence à vaciller à New York et en Nouvelle-Angleterre. Trump a joué avec votre facture de chauffage. Il a joué avec le prix de l'essence et il a perdu. Dans l'heure qui suit, je vais vous expliquer précisément comment cet accord a échoué, pourquoi la stratégie de pression maximale de Trump s'est retournée contre lui et combien cette erreur va vous coûter personnellement lorsque vous ferez le plein la semaine prochaine. Mais d'abord, il faut comprendre ce silence. Habituellement, lorsqu'un accord de cette ampleur s'effondre, cela fait des vagues. Conférences de presse. Des porte-paroles s'agitent, tentant frénétiquement de manipuler l'information. Mais pour l'instant, silence radio à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le choc. Ils ne pensaient vraiment pas que Carney irait jusque-là. Entouré depuis si longtemps de courtisans, d'offenses mal placées, de gens terrorisés par un tweet acerbe, ils ont oublié à quoi ressemble un vrai leader. Ils ont oublié qu'un homme comme Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, ancien pilote de l'économie mondiale en temps de crise, ne se laisse pas guider par ses émotions. Il se base sur les chiffres. Et les chiffres lui ont prouvé que le Canada n'a plus à subir les intimidations d'une superpuissance en déclin. Revenons à l'ultimatum, car c'est la preuve irréfutable. C'est le moment où Trump a commis une erreur fatale. Il y a 12 heures, des documents divulgués ont révélé que l'administration Trump avait adressé une demande à Ottawa. Elle réclamait un mécanisme de tarification préférentielle. Autrement dit, une réduction. Elle exigeait que le Canada garantisse des livraisons de pétrole aux États-Unis à un prix inférieur de 20% au prix du marché mondial. Et si le Canada refusait, Trump menaçait d'imposer un droit de douane de 100% sur les véhicules électriques et l'aluminium canadien. C'était de l'extorsion. C'était tout simplement une tactique de parrain de la mafia, pas de président. Trump pensait que le Canada était aux abois. Il a écouté ses conseillers qui lui disaient « Le Canada n'a nulle part où aller. Il est enclavé. Il est obligé de nous vendre son pétrole. » C'était vrai il y a 20 ans. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et c'est là que Mark Carney a pris de court toute l'équipe Trump. Pendant que Trump s'activait sur les réseaux sociaux, Carney construisait des oléoducs jusqu'à la côte. Il signait des accords avec le Japon, l'Allemagne et l'Inde, dont l'économie était en pleine expansion. Alors, quand l'ultimatum est arrivé sur son bureau hier soir, il n'a pas paniqué. Il n'a pas convoqué de réunion de cabinet pour se plaindre. Il a examiné le cours mondial du pétrole. Il a analysé la demande européenne. Et il a compris que le Canada avait des options. Les États-Unis ne sont plus le seul client. Il a donc laissé le temps faire son œuvre. Et maintenant, voyons les résultats. Voyons ce qui se passe réellement sur le terrain pendant que la Maison-Blanche tente de trouver une stratégie de communication. Premier élément, les pétroliers. Les données satellitaires montrent que 3 superpétroliers ont été déployés.
des pétroliers au large de la Colombie-Britannique, qui devaient initialement se diriger vers le sud en direction des raffineries californiennes, viennent de changer de cap. Ils mettent le cap à l'ouest, vers l'Asie. Ce sont des millions de barils de pétrole brut, destinés à devenir de l'essence américaine, qui vont maintenant alimenter les usines de nos concurrents. Pourquoi? Parce qu'il part à le prix fort et ne menace néanmoins pas le fournisseur. Deuxième preuve, le réseau électrique. Le nord-est des États-Unis dépend fortement de l'hydroélectricité québécoise. Propre, fiable et bon marché, cette énergie est produite par Trump, qui menaçait de taxer cette électricité si le Canada ne se pliait pas à ses exigences pétrolières. Or, Hydro-Québec vient de publier un communiqué, très poli, très canadien, indiquant qu'il réexamine les allocations de transport en raison de la volatilité du marché. Traduction. New York, préparez vos générateurs. Si vous voulez de l'électricité, il va falloir payer le prix fort. La réduction pour amitié est terminée. Troisième preuve, le projet Keystone. Trump dénonce les oléoducs depuis des années. Il dit « Perce, bébé, perce ». Mais il ne comprend pas le chimie. Les raffineries américaines de la côte du Golfe sont conçues pour traiter du pétrole brut lourd et acide. Elles ont besoin de pétrole canadien pour fonctionner efficacement. Ne peuvent pas passer du jour au lendemain au pétrole brut léger et doux du Texas. Le processus chimique est différent. En concluant cet accord, Carney prive de fait ces raffineries de ressources. Elles devront fonctionner à capacité réduite. Cela signifie moins d'essence. Cela signifie des prix plus élevés. Cela signifie des pénuries. Il ne s'agit pas d'un simple différend politique. C'est une catastrophe pour la chaîne d'approvisionnement. Et c'était parfaitement évitable. Cela aurait pu être évité si Trump avait traité le Canada comme un partenaire plutôt que comme une colonie. Mais il en est incapable. Sa psychologie l'en empêche. Il a besoin d'un gagnant et d'un perdant. Il a besoin de dominer. Et aujourd'hui, il a rencontré un homme qui refuse d'être dominé. Il faut souligner le contraste de caractère. C'est presque digne d'un film. D'un côté, il y a Donald Trump. Le chaos, le bruit, les menaces. Un homme qui gouverne par impulsion, qui change d'avis en fonction de ce qu'il voit aux informations en continu, qui pense que crier le plus fort donne raison. De l'autre côté, il y a Mark Carney. Froid, détaché, précis. Un homme. Un homme qui s'exprime par paragraphes complets. Un homme qui comprend les rouages complexes du système financier mondial. Trump a utilisé un marteau-pilon pour réparer une montre. Carney s'est contenté d'enlever discrètement la pile, et la montre s'est arrêtée. Imaginez les conséquences pour la scène internationale. Le monde entier a les yeux rivés sur nous. Poutine observe. Xi Jinping observe. L'Union européenne observe. Il constate que les États-Unis sont tellement dysfonctionnels, tellement accros au conflit, qu'ils viennent de faire exploser leur relation économique la plus importante. Il constate que l'Amérique n'est plus un havre de paix. C'est un risque. Si Trump traite ainsi son plus proche allié, son voisin, son frère d'armes, comment traitera-t-il tous les autres? Carney vient d'envoyer un signal à toutes les autres nations de la planète. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Il leur a montré que si vous possédez quelque chose dont l'Amérique a besoin, vous avez le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre. Vous pouvez simplement vous retirer. Et le Canada se retire. Pas du peuple américain. Nous savons que l'affection entre nos peuples est réelle. Mais du gouvernement américain, de l'administration Trump, cet accord de 865 milliards de dollars était censé être la forteresse nord-américaine. Elle était censée nous rendre indépendants du Moyen-Orient. Elle était censée garantir des prix bas pendant 50 ans. Aujourd'hui, il ne reste que des cendres. Et pourquoi? Parce que Trump voulait une victoire médiatique. Il voulait brandir un bout de papier et dire « J'ai battu le Canada ». Au lieu de cela, il doit expliquer pourquoi l'essence va atteindre 5 dollars le gallon dans l'Ohio. Il doit expliquer pourquoi le prix du fioul domestique dans le New Hampshire va doubler cet hiver. Il doit expliquer pourquoi il a fait dérailler le système. Et creusons un peu plus le pourquoi. Pourquoi Carney a-t-il choisi ce moment précis? Pourquoi ne pas avoir attendu? Pourquoi ne pas avoir négocié? Parce que le calendrier est crucial. Les élections de mi-mandat approchent. Trump est vulnérable. Sa popularité est en berne sur la question économique. Il a besoin d'une victoire. Il doit prouver qu'il fait baisser les coûts. Carney le sait. Il sait que Trump est aux abois. Et en négociation, le désespoir est une faiblesse. En faisant capoter l'accord maintenant,
Carney prive Trump de la stabilité économique dont il a besoin pour survivre politiquement. C'est un acte impitoyable. C'est un acte qui signifie nous n'allons pas vous aider à être réélus en vous laissant nous voler. C'est le genre d'acte que l'on ne commet que si l'on est absolument déterminé, confiant dans sa position. Et le Canada l'est aussi. Il possède les ressources nécessaires. Le monde a soif d'énergie. La transition vers les énergies vertes est en cours. Mais le pétrole et le gaz restent le pilier de l'économie pour la prochaine décennie. Le Canada en a. Le monde en veut. Trump se prenait pour le gardien du temple. Il pensait pouvoir imposer un péage. Carney vient de lui rappeler que le Canada est capable de construire ses propres barrières. Imaginez la scène dans le bureau ovale en ce moment. Les cris, les accusations mutuelles. Trump est probablement en train de hurler sur son représentant au commerce, lui demandant comment cela a pu arriver, pourquoi le Canada n'a pas cédé. Ils n'ont probablement pas de réponse à lui donner, car ils ne comprennent pas que tout le monde n'agit pas sous l'effet de la peur. On ne peut pas effrayer Mark Carney. On ne peut pas intimider un banquier central. Ce sont des gens qui vivent au rythme des cracks boursiers. Un tweet de Mar-a-Lago ne les inquiète pas. Et c'est cette indifférence qui fait la faiblesse de Trump. Carney n'est pas en colère contre Trump. Il ne fait que corriger une inefficience du marché. Et cette inefficacité, c'est l'ego de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive aux citoyens lambda qui regardent ça et qui... Vous voulez aller travailler en voiture et chauffer votre maison? Ça va faire mal. Je ne vais pas vous mentir. À court terme, la spéculation va faire grimper les prix. L'incertitude à elle seule ajoute une prime à chaque baril de pétrole. Vous le verrez à la pompe d'ici quelques jours. Mais l'impact à long terme est encore plus inquiétant. Si cet accord échoue, et tout porte à croire que ce sera le cas, cela signifie que le marché nord-américain de l'énergie est fracturé. Cela signifie que les États-Unis doivent acheter davantage de pétrole à des régions instables. Cela signifie que nous redevenons dépendants des dictateurs du Moyen-Orient ou du Venezuela. Cela signifie que l'indépendance énergétique dont nous nous vantions n'était qu'un mythe, car elle reposait sur la soumission du Canada. Maintenant que ce partenaire n'est plus là, l'indépendance a disparu. Nous entrons dans une nouvelle ère de pénurie, une ère où les ressources servent de bouclier, et non plus de simples matières premières. Carney appelle cela une architecture souveraine des ressources. C'est le terme académique. En réalité, c'est mon pétrole, mes règles. Et Trump déteste ça. Il déteste ça parce qu'il ne peut pas y apposer sa signature. Il ne peut pas l'imposer. Il ne peut pas le contrôler. Nous assistons en direct à un bouleversement des rapports de force. Pendant un siècle, les États-Unis ont été le Soleil, et le Canada était une planète en orbite autour des États-Unis. Aujourd'hui, cette planète a quitté son orbite, et le Soleil brille un peu moins. Parlons de la clause précise qui a fait capoter l'accord. Elle est enfouie dans les documents. Page 400. La clause de rétablissement de la souveraineté. L'équipe de Carney l'a insérée il y a des mois. Elle stipule que si les États-Unis imposent des mesures commerciales arbitraires ou punitives, le Canada a le droit de suspendre immédiatement toutes les garanties de prix de l'énergie. L'équipe de Trump ne l'a pas lu ou pensait qu'il ne l'utiliserait pas. Mais lorsque Trump a menacé d'imposer ses tarifs sur les véhicules électriques hier soir, ça a été l'élément déclencheur. Clac. L'accord s'est effondré. C'était un piège juridique et bureaucratique. Et Trump est tombé dedans, en plein dedans, aveuglé par sa propre arrogance. Carney savait que Trump ne pourrait pas s'en empêcher. Il savait que Trump finirait par essayer d'intimider le Canada. Alors, il a intégré un bouton d'autodestruction dans l'accord, a tendu la télécommande à Trump et a attendu qu'il appuie dessus. Et il a appuyé. Voyons maintenant la réaction du reste du Canada. On pourrait croire que les Canadiens sont inquiets, qu'ils craignent de perdre le marché américain. Mais regardez les sondages. Regardez! Les commentaires en ligne sont dithyrambiques. Pendant des années, les Canadiens se sont sentis négligés. Ils ont vu les présidents américains les instrumentaliser pour des gains politiques. Ils en ont assez. Carney touche une corde sensible dans le sentiment de fierté nationale. Il affirme: nous ne sommes pas le 51e État. Nous sommes un pays du G7. Nous sommes une puissance et nous agirons comme tel. Cela renforce la position de Carney au pays. Il apparaît comme un protecteur, un garant. Parallèlement, cela donne une image de faiblesse à Trump. Il passe pour un homme incapable de conclure des affaires.
Un homme qui a promis tant de victoires qu'on finirait par s'enlacer. Mais vous, êtes-vous lassé de perdre? Car la perte de l'accord énergétique canadien est une perte historique. C'est une perte de sécurité. C'est une perte de stabilité. C'est une perte financière. Et soyons clairs, ce n'était pas inévitable. C'était un choix. Le choix de privilégier la rhétorique du «l'Amérique d'abord» à la réalité nord-américaine. La réalité, c'est que les États-Unis et le Canada sont comme des jumeaux siamois. On ne peut pas s'en prendre à l'un sans s'en prendre à l'autre. Trump a essayé de frapper le Canada au visage et il s'est retrouvé avec un œil au beurre noir. Que va-t-il se passer ensuite? Nous allons assister à... C'est la panique. La Maison-Blanche va tenter de faire marche arrière. Ils pourraient même prétendre n'avoir jamais lancé d'ultimatum. Ils vont vous manipuler. Ils diront que l'accord est toujours en négociation. N'y croyez pas. L'accord est mort. Le Canada a déjà réattribué les contrats à terme. Le pétrole est parti. Trump pourrait intenter un procès. Il pourrait saisir le comité de règlement des différends de l'ACUM. Mais cela prend des années. Les pétroliers, eux, se déplacent en quelques jours. Il pourrait tenter une escalade. Il pourrait menacer de fermer la frontière aux touristes canadiens ou aux retraités qui y passent l'hiver. Mais s'il le fait, il ruinera les économies de la Floride et de l'Arizona. Il se tirera une balle dans le pied. Il est pris au piège. Donald Trump n'a aucune chance. Chaque option ne fera qu'aggraver la situation pour l'économie américaine. Et Mark Carney le sait. C'est pourquoi il garde le silence. Il n'a rien à dire. Le tableau parle de lui-même. Carney a conservé 8,65 milliards de dollars d'actifs. Trump, zéro. C'est un échec cuisant. Je veux que vous réfléchissiez aussi aux implications à long terme de la transition écologique. Carney est un fervent défenseur de la finance verte. Il souhaite décarboner le monde en coupant l'approvisionnement des États-Unis en pétrole bon marché. Il accélère cette transition. Il oblige les États-Unis à faire face au véritable coût des énergies fossiles. D'une certaine manière, il impose une taxe carbone à Donald Trump, sans même avoir fait voter de loi au Congrès. C'est brillant, c'est sournois. Et c'est efficace. Trump déteste les énergies vertes. Il veut du charbon. Il veut du pétrole. Mais maintenant, à cause de ses propres actions, ces ressources deviennent des produits de luxe. Carney utilise le marché pour imposer le changement que la politique n'a pas réussi à réaliser. C'est un jeu d'échecs en 4 dimensions. Et Trump joue aux dames avec des pions inutiles. Il les renverse et se pavane comme s'il avait gagné. Pendant que l'échiquier est rangé et emporté, parlons à nouveau de l'impact sur la classe moyenne, car c'est là que les choses se compliquent. La fabrication, les plastiques, l'agriculture, toutes ces industries dépendent des produits chimiques. Si les matières premières en provenance du Canada cessent d'être fournies ou deviennent plus chères, le prix des engrais augmente. Cela signifie que le prix du maïs augmente. Cela signifie que le prix du bœuf augmente, que le prix des emballages plastiques augmente, que tout dans les supermarchés subit une majoration. L'inflation commençait enfin à se calmer. Trump a simplement jeté de l'huile sur le feu. Et il continuera. Il va blâmer tout le monde. Il blâmera Carney. Il blâmera l'État profond. Il blâmera les médias. Mais vous connaissez la vérité. Vous avez vu l'ultimatum. Vous avez vu l'échéance. C'est de sa faute. Voilà ce qui arrive quand on élit un bulldozer pour construire une maison. Tôt ou tard, la maison s'écroule. Nous sommes aux prises avec les décombres de la relation Canada-États-Unis. Elle pourra peut-être être reconstruite, mais pas tant que cette administration sera au pouvoir. Carney a clairement dit. Le Canada est ouvert aux affaires, mais fermé à l'intimidation. La porte est close. Et tant qu'il n'y aura pas un adulte à la Maison-Blanche capable de frapper poliment, elle restera close. Le bouclier énergétique est brisé. Nous sommes désormais exposés aux intempéries. Alors préparez vos couvertures. Préparez vos portefeuilles. L'hiver sera froid et coûteux. Et demain matin, tandis que vous verrez les prix de l'essence grimper, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de l'ultimatum. Souvenez-vous de l'arrogance. Et souvenez-vous de l'homme qui a dit non. Mark Carney n'a pas seulement sauvé les ressources canadiennes aujourd'hui. Il a révélé le caractère creux de la doctrine Trump. Il a démontré que l'Amérique d'abord signifie finalement l'Amérique seule. Et être seul, un monde froid est un endroit dangereux. Nous continuerons à suivre les pétroliers. Nous continuerons à surveiller le réseau électrique. Nous vous apporterons les informations que les médias traditionnels n'osent pas aborder. Mais pour l'instant,
Le titre est simple et dévastateur. L'accord est mort. L'argent a disparu et le président est sans ressources. Bienvenue dans la nouvelle réalité. Abonnez-vous, car l'histoire évolue rapidement et les conséquences ne font que commencer. Vous devez savoir ce qui se passe quand le courant vacille. Vous devez savoir qui est responsable. Nous serons là pour assister à l'effondrement.